commencer? Eh ben, j'ai un tout petit mot et je te laisse la parole après pour Ok. toute la présentation. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est notre deuxième atelier du digital avec l'agence WOO. Aujourd'hui, on a choisi de parler d'influence. C'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, mais qu'on a toujours du mal à quantifier, à mesurer les impacts. Donc, on a réfléchi avec l'agent WOO à trouver des méthodes et à vous donner des méthodes pour mesurer l'impact d'une campagne d'influence d'une manière hyper pratique. On voulait le faire à la base en présentiel, donc avec quelque chose de très ludique et des exercices. Malheureusement, on le fait en visio et j'espère que tout ça sera très utile. Je crois que Brian et Leslie, donc, qui vont se présenter de l'agence WOO, ont un document à partager qui pourra être complété en direct, etc., et qui pourra vous être utile pour la suite. Voilà, je vous laisse la parole, Leslie et Brian, et à tout à l'heure. Merci beaucoup Mathias. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième conférence qui est cette fois-ci dédiée à la mesure de l'impact d'une campagne d'influence. On va parler de choses très concrètes, beaucoup plus que notre première édition. Donc on est en petit comité, on est donc avec Leslie qui est notre directrice des opérations chez WOO, et moi je suis directeur créatif. Donc généralement c'est pas le rôle d'un directeur créatif de parler de KPIs et de mesures, mais c'est hyper important de réfléchir à des campagnes en amont pour justement arriver à des résultats et remplir des objectifs qui correspondent à nos marques aujourd'hui. Et on a un peu réfléchi à toute cette conférence sur un format de marque, de mode et de prêt-à-porter. Leslie, si tu veux te présenter. Leslie? Leslie est partie. Et pas moi aussi, c'est compliqué. Donc, enchantée, je suis directrice opérationnelle à l'agence. Ça fait 3 ans et demi maintenant. Donc, j'encadre en fait toute l'équipe projet qui mène les campagnes imaginées par l'équipe créative de Brian. Donc, voilà. Donc, on est à deux. Normalement, on est force d'imaginer des campagnes qui fonctionnent et avec des résultats en cohérence avec vos objectifs. Voilà. N'hésitez pas, parce que là, on va donc se parler pendant 1h30 pour expliquer comment on va structurer une campagne d'influence, quels sont les leviers, comment est-ce qu'on va aborder les KPIs d'une campagne d'influence et un peu les pistes d'optimisation. Et on a prévu un Q&A à la fin, mais on reste dispo par mail si besoin. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, parce qu'en fait, moi, je vois le chat sur le côté. Donc, si en fin de conférence, on peut répondre à certaines questions pendant qu'on va parler, c'est pas mal. Vous allez voir, il y a vraiment plein de slides, il y a plein d'informations. N'hésitez pas à screenshotter si vous voulez. Je pense qu'on vous remettra quand même un document à la fin. Donc on le partagera sur notre site internet dans la rubrique documentation, voilà, avec l'enregistrement du webinaire. Cool. Bah, il y a plein d'informations qui sont très intéressantes à avoir. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment que chacun dans cette conférence assimile et optimise tous ces leviers, donc qui connaissent tous les leviers qui sont à sa disposition pour choisir sa stratégie d'influence et l'adapter aux bons indicateurs pour en mesurer l'impact. Et on va aussi partager un template de suivi de campagne, donc sur Google Sheet, avec des exemples de KPIs et que vous puissiez aussi explorer un peu les formules et voilà, vous faire vos propres estimatifs et peut-être l'utiliser pour vos prochaines campagnes d'influence. Et on va aborder une partie qui est plus sur l'optimisation, mais c'est vraiment des petits tips qui sont intéressants à avoir quand on construit sa campagne d'influence. Donc, commençons par les bases qui sont assez simples pour la construction d'une campagne. Aujourd'hui, dans le prêt-à-porter, il y a vraiment 3 grands formats de collaboration avec les influenceurs. Donc, il y a la campagne annuelle ambassadeur, qui sont des contrats qui sont plutôt des contrats sur 1 an. C'est des formats qui sont très intéressants en termes de budget, mais qui ne sont pas forcément adaptés pour une jeune marque de prêt-à-porter, parce que ça demande des grosses négociations. Généralement, les contrats sont surdimensionnés par rapport aux besoins qu'on a actuellement en prêt-à-porter. Voilà, c'est beaucoup plus utilisé par des retailers type Zalando qui veulent vraiment avoir des ambassadeurs digitaux qui veulent pouvoir utiliser sur leur campagne média.
Nous, ce qu'on voit de plus en plus développer, c'est ce qu'on appelle le programme influenceur. Donc, c'est un programme dans lequel on construit voilà, une ligne éditoriale, un concept créatif autour duquel vont graviter plusieurs types d'influenceurs. Et ça, c'est intéressant parce que d'une part, ça nous permet d'avoir une flexibilité d'intervenir de manière ponctuelle sur certains moments de l'année. Et c'est aussi une approche à la fois plus créative et plus compétitive en termes de budget aussi. Il y a juste quelques petits inconvénients, c'est que on va le voir, il y a plein de KPIs à mettre en place, donc faut être hyper flexible sur les KPIs, mais en dehors de ça, c'est un peu le format idéal, quoi. Après, il y a la campagne ponctuelle qui est plutôt utilisée pour faire du placement de produits. Donc, c'est pas ce qu'on recommande le plus, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, mais c'est pas forcément ce qu'on recommande le plus parce que les performances ont tendance à baisser sur ce type de format. Et en plus de ça, ça permet pas de construire une relation à long terme avec les influenceurs. Et on va voir que c'est pas juste pour leur faire plaisir qu'il faut créer une relation à long terme. C'est aussi parce que ça a un impact direct sur le retour sur investissement et sur les KPIs d'une campagne. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler sur comment construire un pool d'influenceurs qui vont vraiment m'accompagner sur le long terme. Je dois être en train de bronzer devant votre caméra, mais c'est pas très grave. Vous me verrez quand même. Donc, sur la structure de la campagne, elle est assez linéaire. Enfin, toutes les campagnes se ressemblent un peu dans leur structure, avec généralement un phasing qui est délimité dans le temps. Donc, on retrouve aujourd'hui assez souvent donc, le teasing, le lancement, l'ongoing, les activations, les bilans intermédiaires, l'optimisation et le bilan final. Il y a 3 choses à retenir en tant que marque de mode et de prêt-à-porter. C'est que la phase de teasing, elle est souvent très déceptive en termes de rendu et de retour sur investissement. Donc, c'est quelque chose qu'on nous demande assez souvent et c'est des choses qu'on ne recommande pas forcément par rapport à la taille et par rapport à l'audience, parce que ce n'est pas quelque chose qui excite autant les gens qu'avant. Et nous, on privilégie plutôt de porter toute l'attention et toute la création de contenu plutôt sur le lancement et sur l'ongoing. En plus de ça permet vraiment de créer un effet de répétition et de redondance qui est hyper important pour le consommateur aujourd'hui, parce que l'objectif, en collaborant avec des influenceurs et différents types d'influenceurs, c'est à la fois de toucher des audiences différentes, mais c'est aussi de cibler une cible de consommateur spécifique qui va être exposé à la marque assez souvent jusqu'à ce qu'ils se disent tiens, je vais être considéré ou voir acheter cette marque, mais il lui faut plusieurs répétitions avant de vraiment enregistrer le message et de vraiment se dire ok, cette marque, elle existe, elle est dans le panorama de marque aujourd'hui. Je peux essayer, je peux aller sur le site, je peux aller sur son compte Instagram, ça m'intéresse. Il ne faut pas aussi sous-estimer le bilan intermédiaire. Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à trop sous-estimer quand on se lance dans sa propre campagne d'influence. Sauf qu'aujourd'hui, les influenceurs, ils ont l'habitude qu'on réajuste la campagne, qu'on propose de nouveaux formats. Et ça se traduit généralement avec des résultats beaucoup plus intéressants qu'initialement prévus avec le même budget. Donc, par exemple, pendant une campagne, on va se rendre compte que les stories ont beaucoup plus d'impact, les Insta Stories ont beaucoup plus d'impact en termes de swipe up, en termes de génération de trafic qu'un post Instagram avec un lien en bio. Donc, on peut très bien réadapter en cours de campagne et de se dire, OK, on va faire la même chose, mais on va juste produire plus de stories que de posts Instagram. Donc, c'est des petites choses qui permettent aussi de réajuster la campagne. On peut aussi se dire que certains influenceurs ne correspondaient pas forcément aux attentes qu'on avait et peut-être recaster d'autres influenceurs, peut-être avec moins de followers, mais plus de taux d'engagement. Donc, il ne faut pas hésiter à suivre sa campagne pour pouvoir l'optimiser et on va voir comment est-ce qu'on suit une campagne et quels sont les indicateurs. Et enfin, le tableau de suivi et de bilan, il est crucial parce qu'il permet vraiment de comparer vos prochaines campagnes. Donc, c'est hyper important parce que, en fait, plus on a de bilans qui se ressemblent les uns et les autres, plus on va comparer un peu nos performances à travers le temps et ça nous permet de réajuster les budgets. Donc, se dire, OK, au départ, j'ai dû commencer avec un budget je dis n'importe quoi, mais 10 000 euros pour toucher tant de monde. Et en fait, je me rends compte qu'au bout d'un an, en étant hyper malin, parce que je travaille avec les bons influenceurs, que j'ai compris les contenus qu'attendaient mes followers, et avec 5 000 euros, j'arrive à faire les mêmes chiffres et les mêmes performances.
C'est hyper important aussi si demain votre marque grandit de plus en plus, quand une agence d'influence reprend un peu le lead sur les campagnes d'influence, avoir tout ce track record de bilan, ça lui permet de tout de suite proposer quelque chose de beaucoup plus pertinent. Il y a aussi, ça permet aussi de affiner et réaliser un meilleur casting par rapport aux catégories d'influenceurs qui existent aujourd'hui et dont on a vraiment des talents de storytelling ou de pouvoir de vente qui sont complètement différents. Il y a des influenceurs qui sont ultra à l'aise pour vendre, pour faire des lives, pour faire des stories où ils mettent en avant des codes promo, où ils poussent leurs followers à acheter. Mais il y a aussi des influenceurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, mais qui ont un talent de création visuelle, de storytelling, qui est hyper important quand on est sur une phase d'awareness, de notoriété. Donc nous, on a un peu trié, il en existe bien sûr plein d'autres, mais c'est un peu les piliers aujourd'hui en tant qu'influenceur. On a les Edgy Lifestyle qui auront peut-être pas des millions de followers, mais c'est ceux qui ont des followers qui sont éduqués à l'univers de la mode et du prêt-à-porter. Et leur panier d'achat moyen, il sera très différent d'une fashion guru ou d'une celebrity qui a effectivement des millions de followers, un temps d'engagement de ouf, mais dont le pouvoir d'achat est plus limité. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte dans comment est-ce qu'on va choisir les bonnes typologies d'influenceurs par rapport aux objectifs. Et il y a aussi des nouveaux types d'influenceurs qui vont arriver en 2021. Donc, dans les pays asiatiques, c'est ce qu'on appelle les live streamers. Donc, c'est un peu le téléachat tel qu'on le connaît, quoi, QVC. Mais ça arrive sur les plateformes sociales où maintenant, il y a des chaînes dédiées aux marques dans les marchés asiatiques, donc sur des plateformes comme Tio, où pendant 5 heures, pendant toute la journée, il y a des influenceurs qui vont parler de produits, qui vont mettre des liens pour acheter directement les produits. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est le téléachat de demain. Et c'est des choses qu'il ne faut pas oublier pour la stratégie de 2021 parce que ça fait partie des leviers et des outils qu'on peut mettre en place pour des pics de vente ou des saisonnalités dans notre calendrier de vente. Donc, chaque typologie, comme je le disais, influenceur, est liée à un objectif dans notre funnel de conversion. Donc, on a aujourd'hui, on place un peu les influenceurs selon leur pouvoir de recommandation, que ce soit dans l'awareness, dans la considération, l'achat, le service, la loyauté, l'advocacy. Donc, les influenceurs couture et Edgy Lifestyle vont avoir un impact hyper important pour créer de la légitimité de marque et nous mettre à côté de non reconnus. Donc ça, c'est important parce que si ma marque est portée à côté de Acné ou Isabelle Marant, le consommateur, en fait, il va ancrer inconsciemment que cette marque dans laquelle que je ne connais pas forcément, elle est associée à cette typologie de marque de mode. Donc, je suis déjà prêt à un certain niveau de prix, je suis déjà prêt à un certain niveau de conversation qui est lié peut-être au savoir-faire, qui est lié peut-être au cuir, qui est peut-être lié à des choses qui sont beaucoup plus spécifiques et créatives. Alors qu'en revanche, les fashion gurus et les celebrities, ils vont avoir un pouvoir de vente qui est presque instantané. Donc, on les voit notamment en Insta Stories. En une journée, elles sold out certaines boutiques en ligne grâce à des stories Instagram. Les brand owners comme Lisa Gachet, que vous connaissez peut-être, auront une mission qui est beaucoup plus sur la loyauté et l'advocacy pour élever la marque, pour faire de la co-création et pour inciter les gens à acheter de nouveau ou aller chercher des nouveaux terrains d'expression ou d'achat qu'on ne peut pas forcément retrouver dans la zone achat même. Donc, on a tous ces influenceurs les influenceurs et les marques de prêt-à-porter aujourd'hui ont à leur disposition plein de leviers d'activation pour collaborer sur différents objectifs. Donc, nous, on a fait un mapping selon un axe en allant du plus quali au plus quanti. Sachant qu'il y en a qui sont très très fréquents et qui restent la majorité, qui sont situés plutôt sur la phase d'awareness et de considération. Donc nous, en tant que marque de mode et de prêt-à-porter, on va plutôt passer du temps sur la partie awareness et considération. Alors certains leviers génèrent beaucoup plus de performance que d'autres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vous donner un peu toute la panoplie d'outils qui sont à votre disposition. Mais nous, notre objectif, c'est aussi d'aller toucher des gens
qui sont dans cette souche-là. C'est-à-dire que demain, si on les introduit à une nouvelle marque, on sait qu'on va devoir quand même avoir des early adopters, on va avoir des gens qui sont prêts à prendre un risque, qui sont prêts à acheter pour la première fois. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps sur cette partie-là, généralement, avec les influenceurs, plutôt que dans la phase d'achat qui est déjà dans l'accompagnement où on est déjà plus à l'aise à faire du code promo, à faire des liens de redirection vers des pages avec des expériences en boutique. Donc, on est déjà une étape bien après. Juste pour information, on va vous donner des exemples de ce qu'on a fait en levier d'activation avec des marques, mais ce sera le cadre de notre troisième conférence. Donc, c'est toutes les manières créatives de travailler sur ces leviers d'activation avec les influenceurs. Et je vous invite à nous laisser un message en chat ou par mail si, par exemple, vous voulez qu'on analyse votre marque et qu'on vous propose des choses pour la prochaine conférence. On pourra très bien travailler avec vous sur justement différents leviers qui sont alignés avec vos objectifs et les particularités, l'ADN de votre marque. Ensuite, il y a bien sûr les formats de rémunération. Donc, on doit réfléchir au format financier de la collaboration. Bien sûr, il y a des influenceurs qui sont hyper partants pour collaborer une première fois gratuitement de manière hyper friendly avec les marques. Mais on va plutôt parler sur si vraiment on se met à collaborer avec les influenceurs pour vraiment produire de la performance et du retour sur investissement. Il y a 3 catégories. Il y a le budget selon sa grille tarifaire. Donc ça, c'est assez simple parce que généralement, en fait, ils ont déjà leur grille tarifaire qui est assez souvent attachée à leur Media Kit. Donc ils savent très bien combien vont coûter un post, une stories, un live, un takeover de marque. Donc c'est des choses qui sont déjà fixées dans les prix. Nous, on estime qu'il y a à peu près 20% de marge de négociation sur les tarifs indiqués par les influenceurs. Et on met juste en garde aussi sur le fait qu'il y a beaucoup d'influenceurs maintenant qui font appel à des agences d'influence ou des agents d'influenceurs, donc qui ont tendance à prendre une sacrée commission. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles vous pouvez négocier. Voilà, je dis juste, c'est cool d'avoir une agence, c'est cool aussi de négocier avec eux, ils sont là pour ça. Donc, pas hésiter à négocier les prix, c'est pas un tabou, ça fait partie de la vie de tous les jours des influenceurs. Il y a aussi les droits à l'image qui sont généralement fixés sur 6 mois et que nous, on conseille quand même d'étendre à 1 an, de l'étendre de manière déjà fixe, de dire ok, c'est cool, je suis prêt à collaborer avec toi, est-ce que c'est possible juste d'étendre le contrat de 6 mois à 1 an? Généralement, ça pose pas trop de problèmes et surtout, ça permet d'éviter des mauvaises surprises. Disons que la campagne se passe hyper bien, qu'on a des contenus qui réagissent bien. C'est bête au bout de 6 mois de se dire faut que je renégocie des fees de droit à l'image qui vont coûter beaucoup plus cher. Et ces droits à l'image n'incluent pas les frais de médiatisation. Donc, par exemple, si vous voulez sponsoriser les contenus qui ont été produits par les influenceurs, c'est des frais annexes, mais on peut mettre dans le contrat, par exemple, qu'on a prévu de médiatiser les contenus. Voilà. Leslie, tu me dis si je me trompe là-dessus. C'est parfait, Brian. Super. Et maintenant, il y a un nouveau volet qu'on voit de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la commission à la performance. Donc, il y a des influenceurs qui sont prêts à écouter certaines marques qui n'ont pas forcément des moyens colossaux, vraiment de se payer tout type d'influenceurs, et qui disent « Ok, je suis prêt à collaborer avec votre marque ». Et on peut se dire qu'on peut fixer des commissions liées à un certain nombre de clics générés sur le site e-commerce ou même à certaines ventes générées sur le site e-commerce. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de faire baisser le budget influenceur avec ce type de format en disant « Moi, mon objectif, c'est vraiment de faire connaître ma marque, de générer des choses. » Donc, on peut trouver un moyen de collaborer ensemble pour justement qu'on arrive à créer une performance sans se dire « Il faut que je dépense énormément de budget, quoi. » Donc, c'est un levier de négociation. En revanche, si on est sur de la commission à la performance, il faut se dire que les influenceurs, du coup, n'ont pas à faire valider les contenus. Donc, si on est sur un budget fixe, les influenceurs, avant de publier leur contenu, ils vous envoient les contenus, vous les validez. S'il le faut, vous vous refaites shooter, il y a des choses qui ne vont pas. Quand on est sur la commission à la performance, il y a carte blanche sur la création de contenu. Là, vous leur faites confiance pour vendre le produit, pour le mettre en avant.
Donc voilà, c'est juste un warning qu'on met si c'est quelque chose qui passe en termes de collaboration. Et c'est quelque chose qu'on voit notamment avec les fashion gurus ou les celebrity influenceurs. Je laisse la parole à Leslie pour vous donner des exemples de leviers d'activation. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus approfondir sur notre 3e conférence et qu'on pourra faire avec certaines d'entre vous sur vos marques. Exactement. Merci, Brian. L'idée, c'est on vous a donné des petits exemples de marques de prêt-à-porter avec qui on a travaillé récemment et qui ont mis en place des choses en fonction de leurs objectifs. On a Fleuron, c'est une jeune marque de maroquinerie qui vient de se lancer. Donc là, la marque, elle voulait évidemment faire de l'awareness et de la notoriété en priorité. C'est une marque qui n'est pas connue. Elle voulait être présente sur le feed des influenceurs qui correspondaient à son image pour justement, comme disait Brian, associer sa marque à d'autres marques et la mettre en valeur. Donc c'était quelque chose de très simple. Envoie des produits aux influenceurs sélectionnés, mise en avant du produit dans un look et on tag la marque pour la mettre en avant. Évidemment, ça augmente la visibilité de la marque, ça augmente aussi la communauté de la marque sur les réseaux sociaux, étant donné que les gens vont aller découvrir cette marque et qu'elle a déjà une ligne édito et un vrai parti pris, on va dire, éditorial sur Instagram. Donc, il y a des choses à suivre et des choses à raconter. Voilà. Ensuite, c'était pour une marque qui s'appelle La Swap. La Swap, c'est un vestiaire, vintage, donc de vêtements seconde main, haut de gamme. Donc pareil, la créatrice lançait son site et du coup voulait développer la notoriété et le awareness. Donc là, une stratégie un peu différente où on était sur donc une avant-première d'accès au site et aux pièces grâce aux influenceurs et un jeu concours pour gagner un bon d'achat valable sur le site. Donc voilà pour la 2e marque. Ensuite, voilà, merci. Ensuite, on a Petit Bateau. Donc là, c'est une dimension locale qui peut être intéressante aussi pour vous, qui lançait une boutique à Lyon. Donc l'enjeu, c'était de faire connaître cette nouvelle boutique. Donc on a travaillé avec des influenceuses de Lyon qui sont allées découvrir la boutique donc, via Stories et qui communiquaient un code exclusif à donner en magasin et qui donnait droit à une réduction en magasin. Donc l'influence, elle peut être intéressante aussi à travailler localement sur des problématiques d'ouverture de magasins ou d'événements locaux où on est capable d'aller chercher des gens de certaines villes avec certains critères précis. Et enfin, on a Lancaster, donc, qui est une marque un peu plus importante que les autres, avec Petit Bateau, mais que La Swap et Fleuron. Là, c'était une vraie de transformation et de drive to site au moment notamment du Black Friday, de Noël, etc. Donc là, on a travaillé avec des catégories plutôt fashion guru, célébrités, qui engagent, qui sont capables de transformer avec des liens swipe up, du code. Donc on a un résultat qui était la marque assez exceptionnel, avec plus de 50% des ventes au Black Friday, un taux d'engagement à 18% sur des influenceurs qui sont plutôt autour de 5-6% habituellement. Donc voilà, il y a différentes, en fonction de l'objectif de la marque, il faut mettre en place des stratégies différentes, travailler avec les bonnes personnes, pas mettre un code promo si c'est pas l'objectif. Enfin voilà, il faut vraiment faire les bonnes choses au bon moment pour répondre à vos objectifs. Sur le chat, on nous demande rapidement, hein, parce que je pense que ça va être abordé dans la suite, mais juste avoir une idée des budgets investis et des résultats pour les 3 campagnes, s'il vous plaît. Alors, Fleuron, c'est tout neuf, donc ça vient de commencer, donc j'ai encore pas les résultats de la marque, mais je sais qu'elle est relativement satisfaite des premiers résultats. Alors, on est sur il y a plusieurs particularités pour Fleuron, c'est qu'on est sur une toute nouvelle marque qui n'a pas de point de vente, donc on a aussi mis en place à l'agence, donc avant le confinement, mais on a ouvert un espace à l'agence pour cette marque pour qu'elle puisse s'en servir comme showroom pour le faire découvrir aussi soit aux influenceurs qui auraient envie de collaborer avec la marque, soit à des éventuels clients, etc. Parce que je trouve que c'est important. C'est des sacs autour de 300 €, donc voilà, c'est important
puissent venir les voir, les toucher, etc., voir la qualité du produit. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi faire et qui sont, je pense, importantes pour favoriser les ventes, mais j'ai encore pas les résultats. Sur Lancaster, c'était un programme annuel. Donc, mais on peut dire que chaque campagne, en tout cas la campagne du Black Friday, elle était entre 20 et 30 cas. Voilà. Mais c'était pour un programme à l'année plus important, mais voilà pour le budget sur Lancaster. J'ai pas, je vais vous retrouver, je vous enverrai via Mathias si vous voulez les chiffres de vente, à quoi correspond le plus 50%, mais parce que je les ai plus en tête, mais c'était, en tout cas, c'est plus 50% par rapport à l'année précédente sur les ventes. On vous partagera dans les KPIs vraiment des indicateurs sur le nombre de ventes estimées par rapport à une taille de communauté, par rapport à toutes les campagnes qu'on a réalisées. Voilà. Donc ça vous donnera un ordre d'idée un peu plus peut-être plus précis, même si c'est que de l'estimation. Et ce genre de choses, on va le voir dans la troisième conférence, c'est voilà, quels sont tous les leviers qu'on peut mettre en place avec des ordres de budget, parce que bien sûr, c'est des clients qu'on a, donc on ne peut pas forcément. Et on pourra donner des ordres de fourchette sur les tailles de budget et sur les résultats. Donc là, on a un peu vu ensemble les typologies d'influenceurs, les différents leviers d'activation, comment est-ce qu'on structure une campagne et quels sont les formats de rémunération pour les influenceurs. Maintenant, il faut passer à la stratégie et au suivi de campagne. Donc, on a mis à disposition un dashboard qui est disponible soit à l'adresse qui est en dessous, soit on vous l'enverra. Ce que je vous propose, c'est pas tout de suite d'aller dessus, c'est plutôt d'aller à la fin et de l'explorer à la fin, parce que là, on va vraiment aborder les formules de calcul et comment est-ce qu'on obtient ces résultats, et ensuite vous pourrez un peu voilà, expérimenter avec tous ces calculs. Donc, je vous le mettrai à disposition. Le lien est visible sur toute la presse, il n'y a aucun souci, pas de panique. Donc, nous, en tant qu'agence, ce qui est clair, c'est que quand on établit une stratégie avec une marque, ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord dès le début sur les objectifs. En fait, on a tendance à avoir des marques qui viennent nous voir, qui disent on veut tout faire, on veut tous les KPIs, on veut tous les trucs. Et en fait, oui, on peut donner tous les KPIs, mais tous les KPIs ne sont pas forcément pertinents par rapport à nos objectifs. Et nous, ce qu'on dit dès le début, c'est qu'il faut qu'on se fixe des objectifs, des KPIs qui sont à la fois faciles à comparer, donc qui sont mesurables sous une forme de ratio, de pourcentage ou de nombre, qui sont faciles à vérifier. C'est-à-dire que la source, elle est fiable, elle est disponible pour tous. Donc, ce n'est pas un outil comme il en existe plein où il faut payer 100 € tous les mois. Donc, nous, il faut aussi qu'on puisse donner à la marque l'option et aux influenceurs aussi de vérifier les statistiques. Et ça ne consiste pas en une série de clippings, parce que ça apporte vraiment aucun indicateur aujourd'hui. Non, on n'est pas trop pour le clipping. Ce qu'on va plutôt réfléchir, c'est des packs de KPIs qui vont dépendre de la priorité en termes d'objectifs dans le tunnel de conversion. Donc, bien sûr, nous, on va combiner généralement plusieurs objectifs. Donc, il est on va combiner très, très souvent l'awareness et la considération ensemble. Dans des marques de mode et de prêt-à-porter. Peut-être moins loyauté advocacy, c'est plutôt quand on est déjà sur un format de croissance ou un accompagnement annuel. Il y a également des KPIs qu'on va retrouver sur toutes les catégories qui sont les impressions, l'engagement et le taux d'engagement qui sont un peu les bases, les piliers de métriques d'influence. Ils sont assez intéressants à regarder, notamment dans la considération sur le coût par contenu, le coût par engagement, le coût par 1000. Parce que c'est des choses qui, en tant que marque de prêt-à-porter et de mode, c'est important de se dire, je suis en train de dépenser tant de budget que j'aurais pu dépenser ailleurs. Est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce que par exemple, par rapport à une campagne d'achat média ou de pub Instagram ou autre, est-ce que c'est rentable? Donc, du coup, c'est ce qu'on va regarder. Donc, les sources, donc les KPIs, elles peuvent s'obtenir grâce à des outils qui sont souvent payants et qui ne sont pas toujours fiables. Chacun a des formules complètement différentes. Donc, vous pouvez avoir un outil et un autre. Donc, voilà, les résultats ne sont pas les mêmes. Nous, jusqu'à maintenant, le moyen qu'on a trouvé le plus simple pour obtenir les statistiques sont claires, liées directement à la campagne. C'est tout simplement de demander aux influenceurs de nous envoyer les screenshots de leurs stats.
Donc, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, ils ne sont pas du tout contre. Ils vont vous l'envoyer, ils ont l'habitude aujourd'hui. Et parmi les premières statistiques qu'on demande en mi-parcours, donc pas forcément à la fin du parcours, mais en mi-parcours déjà, c'est les impressions et le reach. Donc, ils sont formulés de manière différente sur Instagram, donc sur les screenshots de stories ou de posts, avec les impressions qui sont sous le format impression, qui sont le nombre de fois où le contenu a été exposé à toutes les personnes qui suivent ou qui ne suivent pas le compte de l'influenceur. Et le reach, c'est indexé sous le format découverte, c'est le nombre de personnes qui ont été atteintes par le contenu. Donc, c'est par personne individuelle. Leslie, je ne sais pas si tu voulais ajouter un point là-dessus. Non, non, c'est ça. C'est là où il faut bien faire la différence. Généralement, sur une campagne, on parle d'impression, plutôt de nombre de fois où le contenu a été exposé, mais il arrive que certaines marques soient intéressées par le reach, donc c'est voilà. Mais en tout cas, pour que le vocabulaire soit clair, c'est cette différence-là. On a aussi le taux d'engagement. Donc aujourd'hui, soit il est très facile à calculer, le taux d'engagement, c'est toutes les interactions, likes, commentaires, partages sur Facebook, divisé par le nombre de followers ou la communauté de l'influenceur. Donc ça nous donne un taux. Alors aujourd'hui, Instagram va retirer progressivement le nombre de likes, le nombre de commentaires sur l'application Instagram. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Moi, personnellement, je ne vois plus le nombre de likes et le nombre de commentaires. Donc, il y a des outils qui sont à disposition, des outils qui sont gratuits, ou alors, nous, on propose un outil qu'on va mettre à disposition auprès de la fédération, qui est juste un widget qui apparaît sur le côté droit, et en fait, qui fait apparaître des données de statistiques et qui fait réapparaître le taux d'engagement et d'autres données qu'on ne retrouvera plus. Donc, ça, on le mettra à disposition, Mathias, d'ailleurs. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de comparer. En 2020, donc, on a réalisé une étude sur les moyennes de taux d'engagement de Reach Post et de Reach Story selon la taille des communautés. Donc, on voit que par rapport à la taille de communauté, donc là, c'est de 50 000 followers à 1 million de followers. Donc, c'est en pourcentage. Le taux d'engagement varie. Le taux de reach et le taux de reach post et reach stories varient, mais par rapport à il y a 1 an ou 2, ces taux-là se sont vachement lissés. C'est-à-dire que maintenant, on a des taux qui sont assez réguliers, on peut faire des estimations qui sont de plus en plus précises, et on peut se dire qu'on va travailler avec différentes typologies d'influenceurs sans forcément faire de compromis sur le taux d'engagement ou sur l'interaction qu'on va avoir avec les communautés. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est l'algorithme d'Instagram qui a vraiment permis de lisser un peu ces statistiques. Et ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui a sur son compte Instagram qui suit une influenceuse qui a 1 million de followers, une influenceuse qui a 50 000 followers et une influenceuse qui en a 200 000, eh ben, elle va être exposée et elle va être engagée avec ces influenceurs de manière assez régulière. Il y a quand même des variations, mais on est quand même sur un lissage global. Et c'est aussi intéressant de regarder les statistiques d'influence, mais aussi en tant que marque, parce que nous, pareil, donc on a fait une étude sur toutes les marques qu'on accompagne sur le secteur en 2020. On peut aussi comparer son propre taux d'engagement ou le taux d'engagement, en tout cas de la campagne, par rapport à d'autres secteurs comme celui de la maroquinerie, de l'horlogerie ou du parfum. Donc c'est intéressant de voir, est-ce que, par exemple, sur le taux moyen de toutes ces industries qui est de 5,5%, est-ce que je me situe au-dessus ou en dessous? Pourquoi? Est-ce que c'est lié à est-ce que c'est lié à mon... Donc, si je suis dans l'univers de la beauté, c'est pas étonnant parce que le taux est à 4,79. Donc, on va se relaxer un peu et on va réétablir des taux différents. Par contre, si on est dans le parfum, c'est un tout autre discours. Il faut qu'on réfléchisse à réadapter ou à réfléchir à un autre format de campagne. Donc maintenant, on va passer vraiment à la partie aride des calculs et des KPIs. Donc on va commencer par les KPIs qui sont communs à tous les objectifs, donc de l'awareness à l'achat, à l'advocacy. En commençant par les impressions. Donc pour calculer les impressions, c'est hyper simple. Il faut juste bien penser à l'avance à réclamer toutes les statistiques aux influenceurs, mais ce sont toutes les impressions fournies par les influenceurs cumulées. Donc ça, c'est post et stories.
Donc là, on vous a mis un exemple d'une campagne qu'on a faite avec une marque de prêt-à-porter qu'on peut... peut-être que le Leslie le citera, moi je ne peux pas le faire, sinon je me fais virer. Mais voilà, c'est une campagne à peu près 10 000 € sur laquelle on a eu 800 000 impressions, donc sur laquelle on a eu 200 000 posts et 600 000 stories cumulées. Ça, c'est une moyenne à peu près. Donc on estime que sur une campagne à 10 000 €, on peut estimer avoir 800 000 impressions. C'est une moyenne par rapport à cette taille de budget et cette taille d'impression. Si on est au-dessus de 1 million, on est en train d'avoir des très bonnes statistiques, on est en train de faire une belle campagne, et ça veut dire que mon produit est de plus en plus exposé à plus de monde. Par contre, si on descend en dessous de 700K, il faut réajuster. Ça veut dire que, par exemple, les statistiques qui ont été données par les influenceurs ne sont pas forcément les bonnes. Donc il faut vérifier si les statistiques des influenceurs sont bonnes ou pas. Est-ce qu'il a des faux followers? Est-ce que le taux d'impression était trop élevé? Ou est-ce que le contenu est adapté à la ligne édito de l'influenceur? Si les contenus ne sont pas exposés, ça veut aussi dire que les gens passent moins de temps sur le contenu, dont l'algorithme Instagram le comprend, et en fait, il va l'exposer à de moins en moins de monde. Pour faire vos estimatifs, on estime qu'aujourd'hui, pour un post, si vous voulez faire un estimatif de combien d'impressions vont être réalisées par rapport à la taille de la communauté de l'influenceur, on a pris un chiffre qui est que 40% du nombre de followers auront vu le contenu. Et en stories, voilà, ça baisse encore plus et le 10% de nombre de followers sont exposés au contenu. Donc ça, c'est simplement lié à l'algorithme. On sait qu'aujourd'hui, voilà, quand on swipe sur le contenu sur nos feeds Instagram, même si on suit quelqu'un, on ne va pas être exposé à tous les contenus qui ont été partagés par cette personne. Il n'y a que 40% du nombre de followers qui vont être exposés à ce contenu. Et en stories, c'est 10% du nombre de followers. Et ce chiffre d'estimation, à cause de l'algorithme Instagram, continue chaque année de baisser un peu, parce que Instagram a très envie qu'on paye pour voir les contenus. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on met à jour tous les ans à travers d'études. Donc on a l'Observatoire de l'influence au sein de l'agence avec des chercheurs, etc., qui travaillent sur tous ces chiffres. Ou notamment ceux-là, parce qu'ils varient énormément d'année en année, et c'est important de se tenir à jour. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera peut-être 35% pour les impressions, mais voilà, ça vous donne aussi une idée pour voir un petit peu combien de personnes vous pouvez toucher avec un influenceur. Ensuite, on passe au reach. Donc ça, c'est pareil, c'est les reach cumulés fournis par les influenceurs, donc l'onglet découverte sur Instagram. Là, sur une campagne à 10 000 €, donc on estime qu'on peut obtenir 620 000 de reach, sachant que voilà, les indicateurs qui vont positifs, c'est quand on dépasse les 800 000, quand on descend en dessous des 500 000, voilà, on est en dessous des performances. N'hésitez pas à faire des calculs en 3. Hein. Si j'ai 5K de budget, ça marche aussi. Reach élevé égale nombre de personnes qui ont vu mon produit, ma marque. Si le reach n'est pas élevé, ça peut être un indicateur que, par exemple, les influenceurs ne postent pas au bon moment. On va le voir dans la suite qu'il y a des moments qui sont plus adaptés à poster du contenu, à vendre du contenu, à parler de code promo ou d'awareness. Voilà, il y a des moments vraiment indiqués pour ça. Ou alors que les followers ne réagissent pas par rapport au contenu, donc comme le reach, si les gens ne réagissent pas, ne passent pas de temps sur le contenu, il y a moins de gens qui vont être exposés au contenu. Donc il faut réfléchir, est-ce que la campagne que j'ai imaginée correspond aux attentes des followers, des influenceurs, ou est-ce que je peux réadapter en cours de route, est-ce que je peux imaginer d'autres formats? Voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles il faut réfléchir. En estimation de poste, donc on vous donne vraiment des chiffres qu'on utilise pour faire nos estimations. Donc, c'est 35% environ du nombre de followers. Et en estimation stories, c'est 12,28% du nombre de followers. Donc, ça, c'est des taux liés à l'univers de la mode et du prêt-à-porter. Par rapport à la question sur le chat, d'impression, en 2018, on était plutôt proche des 50% d'atteinte sur un post. Voilà, l'algorithme n'était encore pas plus performant qu'aujourd'hui.
Mais c'est quelque chose qui peut beaucoup varier. Donc, c'est vraiment une moyenne parce que des fois, on a des résultats d'influenceurs. Pour un même influenceur, sur une campagne X, il aura touché 50% de sa communauté. Une campagne Y, 2 semaines après, il va avoir touché 30% de sa communauté. Et en fait, on sait très bien pourquoi. Ça peut être lié au Word, un côté un peu trop fou. Instagram le détecte. Va moins mettre en avant le contenu. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent jouer. C'est pour ça que c'est ultra important de laisser vraiment libre cours à la créativité des influenceurs et la manière dont ils sont à l'aise pour mettre en avant un produit. Un fashion guru, une célébrité, eux, c'est leur quotidien de pousser du code promo, de mettre en avant des offres commerciales, etc. Alors qu'un influenceur qui ne fait jamais ça, le jour où il va le faire, Instagram, il va le voir tout de suite et il va pas du tout rendre visible son contenu. Donc c'est genre voilà, il faut être attentif à ça mais c'est une moyenne qui est atteignable normalement. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, imaginons qu'on est sur une campagne et qu'il faut effectivement réadapter par rapport aux statistiques. On estime aujourd'hui qu'un post Instagram a une exposition supérieure à une story Instagram, ça c'est clair. Mais par exemple, si on négocie une histoire composée de 3 écrans, et ben, ça offre une visibilité qui est supérieure à un simple post Instagram. Donc on sait que par exemple certains influenceurs, le post Instagram coûte beaucoup plus cher ou il est beaucoup plus dur à négocier. Les stories Instagram sont beaucoup plus faciles, ça fait partie de leur quotidien, c'est quelque chose sur lequel ils sont plus à l'aise. Et ben moi en tant que marque de mode et de prêt-à-porter, en fait, ben, ça m'intéresse aussi. Ensuite, il y a le taux d'engagement, donc ça on a vu le calcul, donc c'est le nombre d'engagements divisé par les impressions, si, impression. Je dis une connerie, non? Non, les impressions post, en fait, c'est là où c'est, la petite nuance, c'est que donc le taux d'engagement, évidemment, va se calculer sur les impressions des posts, puisqu'il n'y a pas, il peut y avoir des engagements sur des stories, mais qui sont pas quantifiables. Donc c'est vraiment le nombre d'engagements, donc like plus commentaire, divisé par le nombre d'impressions post, et pas le nombre d'impressions globales. Voilà. Et donc sur la mode, on est sur une moyenne à 5,5%. Donc sur une campagne de 10 000 euros, donc c'est le même format depuis le début, sur lequel on a 20 000 engagements et 200 000 impressions, donc c'est quelque chose qu'on a déjà eu. On est sur un taux à 10%, c'est un super taux par rapport à la moyenne qui est plutôt de 5,5%. Et nous, on a déjà vu des campagnes dépasser facilement les 12%, donc c'est une campagne qui performe vraiment bien, ça veut dire que les gens sont vraiment réceptifs à la marque et qu'il y a vraiment un pouvoir de recommandation élevé avec les influenceurs avec lesquels on a bossé. Donc ça vaut le coup de continuer avec eux, ça vaut le coup de réinvestir avec eux sur la suite. Par contre, si on est en dessous même des 4-3%, ça veut dire que peut-être que le contenu était trop commercial, que les gens ne s'engagent pas, ou alors en fait, ils swipent hyper vite. Ou alors, ce qui arrive, ce qu'on voit souvent, c'est que le taux de sponsorisation du feed influenceur est trop important. Donc ça, on va le voir après. Ça fait partie des choses qu'on regarde avant de collaborer avec un influenceur, mais ça veut dire que l'influenceur, c'est tellement un arbre de Noël, un sapin de Noël de sponsorisation, que les gens en fait sont devenus complètement amorphes devant les contenus. En fait, ils like juste parce que c'est beau, mais en fait, ils réagissent pas. Donc voilà, c'est intéressant de le prendre en compte et de le suivre tout au long d'une campagne, voire de réajuster en cours de contenu. Ensuite, on va passer à une campagne qui est typiquement de l'awareness. Donc là, on a un indicateur que on recommande pas forcément d'utiliser comme à fin propre, mais c'est un indicateur comme un autre, c'est l'équivalent média. Donc c'est quelque chose qu'on utilise depuis hyper longtemps. Les formules de calcul ont changé 40 fois. Donc jusqu'à maintenant, l'équivalent média, c'était combien est-ce que j'aurais dû dépenser en achat média, donc en termes d'achat de surface pour obtenir le même nombre d'expositions par rapport aux influenceurs. Donc là, je vais peut-être laisser Leslie expliquer cette partie-là, parce qu'elle est vraiment hyper aride, mais hyper intéressante. Oui, c'est assez aride, donc n'hésitez pas, et de toute façon, on vous enverra les choses. Donc, l'idée de calculer l'équivalent média de sa campagne, c'est de comparer au montant des investissements qu'on aurait dû faire sur le digital, donc en publicité, Facebook, etc.
Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'on valorise nos impressions posts. Pour ça, on va multiplier les impressions qu'on a eues sur les posts par un coût par vue. Le coût par vue, grâce à nos études, chez nous, il est valorisé à 0,075 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Facebook et Instagram, le coût par vue varie entre 0,005 euros pour une audience non qualifiée et 0,2 euros pour une audience très, très, très qualifiée. On part du principe que quand on travaille avec des influenceurs qui sont sélectionnés par la marque en affinité avec les modes de consommation, la cible, etc., on est sur une audience qualifiée moyenne, donc on l'a évaluée à 0,075 euros. Une fois qu'on a valorisé ces postes, il va falloir les pondérer. Les pondérer par rapport au taux d'engagement qu'on aura eu sur la campagne versus le moyenne secteur. Exemple, ici, on a un taux d'engagement moyen à 10%, ce qui est bien supérieur à la moyenne secteur de 5,5%. Donc, on va pouvoir pondérer la valorisation de nos postes à hauteur de 181%. Et ensuite, à cette valorisation de poste, on va pouvoir ajouter la valorisation Stories, où le coût par vue a été évalué à 0,09 euros. Donc ça, c'est encore une fois la même chose. Hein, c'est une étude qui a été faite sur la base des coûts par vue médias. Et ce qui va nous donner l'équivalent média. Donc ici, pour une campagne à 10 000 euros, on a un équivalent média à plus de 80 000 euros. Donc c'est ce qu'on aurait dû dépenser en médiatisation pour avoir les mêmes résultats en termes d'impression et vues de campagne. Voilà. Je fais juste une parenthèse, mais tout ce qu'on vous raconte là, c'est disponible sur le fichier qu'on vous a partagé. Donc, ils sont intégrés automatiquement. Donc, voilà. il suffit juste de rentrer les impressions, le taux d'engagement, etc. et de remplir le taux d'engagement moyen du secteur en fonction de votre secteur. Et ça calcule l'équivalent média automatiquement. Ensuite, on va passer à la campagne de considération, donc vraiment sur la partie vraiment brand content, création de contenu, collaboration sur le long terme avec les influenceurs, sans faire une collaboration dite trop commerciale. Donc là, un des premiers indicateurs qu'on regarde, c'est combien est-ce que chaque contenu nous a coûté à produire par rapport aux influenceurs. Donc c'est le budget de campagne total divisé par le nombre de contenus produits. Donc sur une campagne de 10 000 euros, on estime qu'on obtient 35 contenus obtenus. Donc, il faut savoir qu'avec les influenceurs, généralement, ce qui se passe, c'est que quand on commence à collaborer avec eux, on va négocier un certain nombre de contenus, mais qu'à la fin de la campagne, ce qu'on se rend compte, c'est que le nombre de contenus est beaucoup plus élevé que ce qui a été produit. Donc, par exemple, sur une campagne de 10 000 euros, sur les 35 contenus obtenus, ça donne à peu près 285 euros par contenu produit. Avec, voilà, c'est une grande moyenne. Et disons que en dessous de 200 euros, on est vraiment hyper rentable et c'est hyper intéressant. Au-dessus de 1000 euros, c'est pas impossible, c'est pas déconnant. Parce qu'en fait, au début, c'est ce qui va arriver. On va négocier 10 contenus, donc ça va nous coûter 1000 euros. Mais en fait, plus on interagit avec l'influenceur, elle est hyper intéressante. Et nous, c'est ce qu'on a eu sur cette campagne-là. C'est qu'à la base, on avait négocié 10 contenus. À la fin, en fait, l'influenceur et la marque se sont hyper bien entendus. Donc, ils ont fait beaucoup plus de stories. Ils ont posté des contenus en plus. Dans les posts, ils n'ont pas fait des posts, ils ont fait des galeries avec une, deux, trois photos. Donc, en fait, c'est devenu hyper rentable. Et c'est hyper rentable aussi parce qu'on se dit, OK, demain, j'ai un lookbook à faire, j'ai une campagne à faire, mais je dois payer un photographe. Donc, en fait, ça permet aussi de se dire, est-ce que ça vaut le coup que je fasse appel à un photographe qui va me coûter 500 euros par photo, ou alors est-ce que je collabore avec des influenceurs qui vont à la fois être hyper rentables en coût par contenu et en plus qui vont me proposer une exposition auprès de leur communauté. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant à regarder. Voilà, donc nous ce qu'on recommande généralement quand l'indicateur commence à être trop faible ou qu'il est trop élevé, c'est est-ce qu'on est sur un début de campagne ou est-ce qu'on est à la fin d'une campagne. Et si on est en plein milieu de campagne et le coût par contenu est trop élevé, et à la marque aussi d'imaginer des nouvelles opportunités de collaborer avec les influenceurs pour qu'ils créent plus de contenu. Donc
peut-être que je vais faire une mini-expérience, un mini-événement, que je vais faire un envoi spécial, sans faire du seeding, de lui proposer de faire des Insta Stories supplémentaires plutôt que de faire un post Instagram. Donc voilà, réadapter aussi, regarder ce coût-là. Le coût par engagement, donc on le propose, mais voilà, on ne surveille pas autant que le coût par contenu. Donc c'est le budget campagne total par le nombre total d'engagements. Donc like, commentaire, partage si on est sur d'autres plateformes sociales. Donc on estime que pour une campagne à 10 000 € environ, on peut obtenir 20 000 engagements. Ça veut dire que chaque engagement va nous coûter environ 0,5 €. Donc ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va liker, commenter ou autre, c'est comme si on investissait 0,5 €. C'est horrible de dire ça, mais ce n'est pas le cas. C'est hyper intéressant parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire du Google Ads, ça coûte beaucoup plus cher de faire de l'achat média. Donc en fait, ça permet vraiment de comparer une campagne d'influence par rapport à une campagne d'achat média ou de génération de clics. Pareil, c'est un indicateur aussi de réceptivité par rapport à des gens qui seraient prêts à acheter. Donc, plus ils commandent, plus ils interagissent avec le contenu, plus ils sont intéressés par ce qu'a produit l'influenceur ou ce qu'a produit la marque. Si ce n'est pas le cas, on est généralement sur une campagne qui est trop commerciale. Donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc, il faut revoir le format de collaboration. Et enfin, le coût par 1000, qui est très utilisé par des grandes marques qui ont vraiment des process hyper établis et qui ont vraiment besoin de faire du comparatif sur tout leur levier marketing, donc pas que l'influence, mais vraiment tout leur levier. C'est diviser la campagne budgétaire par le nombre d'impressions, stories et posts, divisé par 1000. Donc sur une campagne à 10 000 €, on estime que sur 35 contenus, on peut avoir 800 000 impressions. Le coût par 1000, il est environ de 12,5 €. Donc le but, c'est vraiment de baisser ce coût par 1000 et de passer en dessous de la barre du 10 €, voire du 5 €. Là, on est vraiment sur une super campagne. Par contre, si on dépasse les 16 €, c'est que notre campagne, elle est bien, mais elle n'est pas forcément hyper rentable sur le long terme. Donc ça peut marcher pour une première campagne, mais plus on va faire de campagnes et plus on va faire baisser ce coût par 1000. Donc ça, généralement, le coût par 1000, on l'obtient, on le fait baisser avec des castings d'influenceurs qui sont un peu plus puissants, qui engagent un peu plus, ou alors on optimise les coûts de la campagne. C'est-à-dire que pour une campagne, on va peut-être réduire les coûts de production, ou alors on va mettre beaucoup plus d'argent sur leur donner aux influenceurs beaucoup plus de carte blanche pour dépenser beaucoup moins d'argent sur le budget influenceur et leur donner carte blanche avec une compensation sur objectif. Voilà, ça c'est un peu les KPIs d'une campagne de considération et presque d'achat. Donc maintenant, on va passer aux campagnes générées pour générer des ventes. Donc là, je mets vraiment un maxi warning parce que c'est des indicateurs qu'on utilise nous, mais qui ne sont pas valables 100% du temps. Mais ça permet de donner un trend, ok ? Donc vraiment, je donne ça à titre hyper indicatif. Donc, on estime que pour une marque lifestyle, en moyenne, 7,15% des clics sur les stories ont généré des achats. C'est-à-dire que sur 15 swipes, il y a 1,07 achats qui ont été réalisés. Okay. Et pour une marque de mode sur une campagne Black Friday, donc qui n'est pas une campagne Lancaster comme on a vu avant, mais qui est aussi sur un code promo unique pour les influenceurs, on a 0,3% des impressions qui ont généré des ventes. Donc on est sur un prix d'achat, je crois que c'était entre 100 et 200 €. Donc c'est à peu près 300 ventes pour 1 million d'impressions. Donc encore une fois, c'est vraiment à prendre avec des maxi pincettes parce que il suffit que ça change pour les marques, mais ça donne à peu près un estimatif de se dire, ok, si je commence à bosser avec des fashion gurus ou des célébrités, je vais obtenir ce type de statistiques-là, mais il faut aussi se dire que le budget qu'il faut aligner en face, il est hyper élevé. Il faut vraiment mettre le prix, mais ça donne un indicateur. Nous, généralement, ce qu'on recommande quand même, parce que aujourd'hui, Instagram commence à mettre des outils pour faire son shopping place directement sur l'appli, mais tout le monde n'a pas encore
les moyens ou voilà, ou le processus d'achat. Donc nous, on recommande beaucoup d'utiliser Bitly parce qu'ils ont une option gratuite qui est bien sûr avec des options payantes, mais déjà la version gratuite, elle est hyper intéressante parce que si on commence à faire des campagnes, on peut faire du tri par campagne, on peut avoir des données géographiques sur d'où viennent les gens qui ont cliqué sur le swipe up. On peut savoir, par exemple, si tous mes consommateurs ou tous les gens qui sont arrivés de notre campagne d'influence sont situés en France, s'ils sont situés sur des zones urbaines, ou alors, bizarrement, ils viennent de Chine ou de Russie. Là, on sait qu'il y a de l'achat, voilà, il y a de l'achat, donc on peut challenger l'influenceur. Donc, c'est hyper intéressant de traquer, c'est même ultra recommandé. Et on peut aussi personnaliser les URL, donc chaque URL qu'on donne aux influenceurs. Comme ça, on a vraiment un tracking de campagne globale et on peut savoir pour chaque influenceur quelles sont les statistiques en temps réel. Donc c'est limite addictif parce qu'on peut vraiment passer sa journée à regarder un peu les performances que produisent les influenceurs. Et ça permet aussi de faire un réajustement en temps réel, donc de se dire, OK, la story qu'on vient de faire, elle est cool, mais j'ai vraiment aucune performance. Est-ce qu'on peut peut-être réessayer lundi prochain vers 16h? Peut-être que ça va mieux marcher et on va se rendre compte que ça marche mieux. Donc voilà, ça permet aussi d'optimiser en temps réel. Si vous utilisez des plateformes type Shopify, il y a des outils qui sont disponibles en interne sur Shopify mais il y a aussi des outils qui sont à disposition sur l'App Store de Shopify type LinkTrack où ça permet justement d'avoir un suivi jusqu'au panier d'achat sur les générations de leads liées aux campagnes d'influence. Donc, ça permet vraiment de gérer en interne toutes les campagnes d'influence, de voir le nombre de clics et de voir jusqu'où le panier d'achat est allé. On a également une option sur Wix. Alors là, c'est un autre outil qui s'appelle WebStat. Donc, ce n'est pas forcément lié que à l'influence, mais ça nous permet d'avoir les mêmes statistiques qu'une campagne d'influence, une campagne de newsletter ou une campagne de média marketing. Donc là, par exemple, c'est exactement la même chose et ça permet en temps réel de voir quels sont les tunnels qui ont permis de générer du trafic. Est-ce que c'est lié à l'influence ou est-ce que c'est lié à une autre campagne? Donc c'est intéressant de trier bien ces tunnels de conversion. Sur Squarespace, il existe aussi un outil. Alors, l'outil interne, il est déjà hyper bien fait. Il y a déjà des outils pour, par exemple, générer des codes promo, générer des réductions avec des codes promo qui sont personnalisables avec chaque influenceur à son code promo, par exemple. Mais il y a aussi des outils comme Pitch qui s'intègrent à Squarespace et qui permettent justement de créer des liens d'affiliation, des codes promo, voire même de créer des landing pages dédiées à des campagnes d'influence. Donc ça, c'est intéressant si on est vraiment sur des produits très spécifiques. On a imaginé tout un storytelling autour du savoir-faire, autour du sur-mesure, de la personnalisation. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut même, sur cette landing page, réutiliser des contenus qui ont été produits par les influenceurs pour vraiment créer une expérience jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un outil qui est intéressant et qui est aussi intéressant pour le programme affiliation si demain vous décidez d'ouvrir votre campagne à d'autres types d'influenceurs que les macro-influenceurs. Donc tout est déjà prêt. Après, il y a des KPIs que nous, on propose en plus, qui ne sont pas forcément générés par des outils, mais qui sont intéressants à regarder en tant qu'expert de l'influence. Donc, un des premiers indicateurs qu'on regarde, c'est la qualité de la campagne. Et ça passe notamment par les commentaires qui sont laissés sur les contenus des influenceurs. Donc, on se rend compte assez rapidement si une campagne marche bien ou pas. C'est aussi sur est-ce que les gens parlent des contenus qui ont été partagés. Donc, est-ce que la veste, est-ce que le bijou, est-ce que la pièce de maroquinerie, est-ce que ça intéresse? Est-ce que les gens posent des questions? Est-ce qu'ils disent que c'est beau? Est-ce que la couleur plaît? Est-ce qu'ils posent des questions sur les matières? Ou à contrario, est-ce qu'ils s'en fichent complètement et sont juste en train de dire t'es jolie, trop beau, belle photo, un machin et tout. Et là, on sait que même si le taux d'engagement il est intéressant, en fait, les gens n'ont pas compris le message ou n'ont pas compris qu'on était en train de parler d'une marque en spécifique.
Et on va aussi regarder dans les commentaires si, par exemple, on a une influenceuse ou un influenceur qui a mis en avant plusieurs produits, donc ce qui arrive très très souvent, on va le voir. Est-ce qu'ils ont compris que le message était dédié à un produit spécifique? Donc, par exemple, à droite, ils ont compris que là, on parlait de la bague et pas du pull et pas d'un produit de make-up. Donc, on est vraiment en train de regarder aussi est-ce qu'on a vraiment créé le message parfait pour que les gens comprennent l'univers global, mais qui se concentrent sur la pièce maîtresse de notre campagne. Et on a souvent cette discussion avec les marques sur est-ce qu'on fait de l'exclusivité, est-ce qu'on fait pas d'exclusivité. Et nous, on s'est rendu compte en termes de performance que l'exclusivité, en fait, ok, elle est hyper intéressante parce que la marque, elle est présentée seule, donc il n'y a pas de confusion. Ceci dit, on trouve ça hyper intéressant de faire du mix and match de marques parce que justement, les influenceurs ont tendance à créer des ancrages, donc à placer la marque par rapport à d'autres typologies de marques qui sont plus connues ou déjà légitimes. Donc, ce que je disais au début, si j'ai un produit qui nécessite un certain achat et qui est très très mode ou très couture, c'est intéressant que je sois placé à côté de Acné ou Isabelle Marant parce que ça crée un ancrage inconscient où je me dis, ok, cette marque fait partie déjà de cet univers, je comprends. Et même en tant que consommateur, je connais pas beaucoup la tête aux pieds en une seule marque. Donc ça correspond beaucoup plus aux attentes des consommateurs aujourd'hui de se dire, je comprends qu'une marque soit associée à une autre et ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie du quotidien des influenceurs. Et c'est aussi en termes de budget parce qu'une exclusivité, ça se négocie et ça coûte très très cher de demander des exclusivités aux influenceurs. Donc sur un peu les indicateurs, donc c'est des indicateurs qui sont mesurables, donc notamment sur la qualité de l'engagement. Sur la pertinence, nous on peut produire vraiment des statistiques. On va prendre quels sont les commentaires relatifs à la campagne par rapport au nombre de commentaires total sur un contenu. Donc est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que la perception positive est bonne ou pas? Ou est-ce que les gens sont plutôt négatifs ou ils n'ont pas compris? On l'a vu notamment avec des campagnes pour Shein, le retailer chinois. Donc on a des influenceurs qui s'étaient dit hyper éthique et vouloir défendre maintenant que des marques qui sont éco-responsables. Et le lendemain, poster des articles sur la marque Shein. Donc, autant dire que le taux d'engagement, il était génial parce que tout le monde a commenté dessus, mais tous les commentaires étaient hyper négatifs parce qu'ils disaient tous mais pourquoi tu collabores avec ce genre de marque? Tu viens de dire que tu étais éco-responsable. Donc, voilà, c'est hyper intéressant aussi de regarder ce type d'indicateur-là. Sur une campagne mode, on estime que si on est sur 40% de pertinence, donc 40% des commentaires qui sont dédiés exclusivement au contenu, on est sur une campagne au-dessus de 60%. C'est top. L'influenceur a joué son job, la communauté est hyper alignée et la marque a bien positionné son produit. En dessous de 20%, c'est qu'il y a un problème par rapport à soit à la communauté, soit à l'influenceur avec qui on a collaboré. Ensuite, il y a le paid versus organique. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir la variation d'un contenu organique posté par un influenceur sur lequel il place sponsorisé par rapport à mon contenu que j'ai payé, que j'ai sponsorisé. Et on voit par exemple qu'il y a d'énormes variations sur certains influenceurs parce que le produit n'était pas adapté à leurs consommateurs. Donc le produit est trop cher ou le produit n'a rien à voir avec ce que la communauté attend. A contrario, nous, on a déjà vu des contenus paid qui sont plus élevés que le contenu organique parce que c'est une nouvelle marque, parce que la campagne est créative, parce que l'influenceur recommande quelque chose qui lui a beaucoup plu, dans lequel il a participé. Donc, c'est intéressant de voir cette variation de paid versus organique. Donc, on estime que 85%, c'est la moyenne en dessous. Donc, qu'un contenu paid, c'est 85% de ce qu'aurait été un contenu organique. Et on va regarder aussi le taux de sponsorisation de l'influenceur. Donc ça, on le fait dès le casting parce que ça permet aussi de voir sur un feed Instagram d'influenceur, sur les 12 derniers posts Instagram qui ont été mis sur son compte Instagram, combien ont été sponsorisés par des marques. Et si le taux de sponsorisation, il est de 100%, et ça existe vraiment des influenceurs qui font 100% de taux de sponsorisation, clairement, ce n'est pas un influenceur qui est adapté à de l'awareness ou de la considération. C'est probablement un influenceur qui est destiné que à de l'achat et à pousser
sur ses objectifs de vente. Je ne sais pas si Leslie, tu voulais rajouter un autre point sur là-dessus. Non, très bien. Top. Je vais regarder ensuite les commentaires sur le chat, mais en tout cas, ces 3 indicateurs-là, on y tient vraiment dans notre agence et on trouve ça hyper intéressant. Donc là, maintenant, vous avez vraiment tous les KPIs, en tout cas, qui sont disponibles pour tous les utilisateurs sans forcément avoir besoin de payer des outils payants. Donc ça, c'est faisable par tous. Maintenant, il y a des pistes d'optimisation aussi, c'est-à-dire qu'on est en cours de campagne ou on est en fin de campagne, on réfléchit à la prochaine campagne. Comment est-ce que je vais pouvoir optimiser mes performances de campagne? Une des premières pistes, nous, qu'on propose justement quand on est une marque de mode et de prêt-à-porter et qu'on n'a pas forcément un budget expansible, c'est de réfléchir à des macro-influenceurs, mais aussi des micro qui ont une communauté qui est peut-être plus limitée, mais qui ont des taux d'engagement qui sont aussi intéressants que ceux des macro-influenceurs, qui produisent des contenus qui sont aujourd'hui quasiment de même qualité que les macro-influenceurs, et avec qui on va pouvoir créer une relation à long terme, ou peut-être qu'aujourd'hui ce sont des micro-influenceurs, mais dans un an ce seront devenus des macro-influenceurs, des gens qu'on va inviter à nos défilés, des gens qu'on va inviter à nos showrooms, des gens avec qui on va faire des dîners, avec qui on va créer vraiment une relation à long terme. Donc, c'est des influenceurs qui, aujourd'hui, donc je mets vraiment ça entre guillemets, qui ne sont pas payés, tous, dans tous les pays. En France, on a quand même une majorité aujourd'hui d'influenceurs qui sont réceptifs à des campagnes qui sont non payantes, mais qui sont liées à des dotations. Donc, il faut les compenser avec un produit ou plusieurs produits. Donc, on estime que ce produit doit dépasser les 100 €, ou alors il faut en prévoir plusieurs. Et pour lesquels il faut imaginer une expérience. Donc, on ne va pas juste faire un seeding en se disant top, j'ai sélectionné 100 micro-influenceurs, je suis tranquille. C'est plutôt quelle expérience je vais pouvoir créer auprès de tous ces micro-influenceurs pour qu'ils puissent parler de ma marque, pour qu'ils puissent parler de quelque chose. Donc, ça peut être aussi simple qu'un cocktail, qu'un dîner, qu'une expérience en boutique. Donc, je sais qu'avec le Covid, c'est plus compliqué, mais on peut aussi imaginer des expériences d'unboxing, on peut aussi imaginer des challenges créatifs, on peut aussi imaginer des choses qui se passent en live stream, on peut imaginer des choses qu'on peut faire avec eux et où on leur montre qu'on va juste au-delà de juste leur donner un produit en espérant qu'ils vont poster quelque chose. On a aussi une nouvelle tendance, donc en parlant de micro-influenceurs qui est devenu macro-influenceur, donc Alizé Gamberini par exemple. On voit qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant de demander aux influenceurs, c'est non seulement de poster du contenu, donc un contenu Instagram, mais aussi c'est d'aller voir des Instagram boards et de demander de taguer des Instagram boards. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Instagram boards, c'est un peu comme des boards, enfin c'est des comptes Pinterest, quoi, mais sur Instagram, avec que de la curation de contenu. Donc, c'est des comptes qui ont entre 100, 300, 500 000 followers. Donc, c'est que des contenus qui sont pris à droite, à gauche et qui correspondent un peu à une esthétique globale. Donc, par exemple, il y a des comptes qui sont dédiés à l'univers du beige. Il y en a d'autres qui sont dédiés à l'univers vintage mode. Il y en a d'autres qui sont liés au côté très parisien, Parisian vibes. Donc, ça vaut le coup, quand on poste un contenu sponsorisé, de taguer tous ces boards Instagram pour que ensuite certains d'entre eux puissent reposter le contenu, le remettre en avant. Donc c'est le cas de certaines campagnes. On peut aussi être proactif et aller voir ces Instagram boards pour leur demander de reposter le contenu qui a été produit par l'influenceur. Donc c'est un budget en plus. Mais statistiquement, c'est hyper intéressant. Ils ont des taux d'engagement hyper élevés et ça ne demande pas plus de création de contenu, ça ne demande pas plus de travail que ça. C'est juste un petit budget supplémentaire, c'est un boost supplémentaire. Il y a aussi le moment de poster les contenus. Donc, nous, on sait que, par exemple, si on poste un contenu le lundi, le jeudi ou le dimanche, ça n'aura pas le même impact en termes d'awareness, en termes de considération ou de vente. Et les statistiques montrent que les gens ont beaucoup plus tendance à acheter en début de semaine. Donc le lundi, c'est le meilleur moment pour acheter un produit. Donc nous, on est malin. Donc on se dit, si on est en campagne d'awareness, il faut plutôt viser le milieu fin de semaine pour que les gens commencent à se dire, OK, on va peut-être le mettre dans le panier d'achat ou je vais le considérer, je vais commencer ma
ma considération et je vais finaliser par l'acheter un lundi. Donc peut-être que mon post Instagram, je vais le mettre un mercredi ou un vendredi et je vais faire mes posts stories le lundi pour que, hop, il y ait une répétition, une redondance et je finalise mon panier d'achat. Je me dis, OK, mon onglet Safari Chrome, eh ben, je vais le finaliser, je vais acheter le produit parce que je viens de le voir plusieurs fois. Donc, il y a aussi une stratégie de planification aussi en termes d'horaire. Donc, un post qui est publié en milieu de journée va beaucoup mieux performer qu'en tout début de journée parce que les gens passent beaucoup plus de temps sur leur feed Instagram, voilà, en milieu de journée pendant l'heure du déjeuner, à 16h pendant leur pause, à 18h sur le chemin du retour ou à 20h quand tout le monde est tranquille dans le et j'ai 15-20 minutes de paisible. Et il faut aussi se préparer aux plateformes d'affiliation. Donc aujourd'hui, on a effectivement les liens, les plateformes d'affiliation classiques, mais il y a aussi des plateformes d'affiliation, donc des influenceurs qui réutilisent ces plateformes pour remettre leur contenu qu'ils ont édité avec les marques, taguer directement les marques sur ces plateformes-là pour générer du revenu additionnel. Donc ça, il faut le prendre en compte parce qu'il faut aller sur 21 Buttons, créer sa marque, mettre en avant ses produits, mettre en avant son e-shop pour que les influenceurs, quand ils postent, ils taguent la marque, ils taguent le produit, qui soit déjà disponible sur ces plateformes d'affiliation. Ensuite, il y a aussi des choses optimisées, c'est aussi éviter certaines erreurs. Donc, nous, on le voit assez souvent, donc c'est limite un sujet tabou pour certains, mais contractualiser avec les influenceurs, c'est hyper important. Et dans les contrats qu'ils ont vraiment l'habitude d'avoir tous les jours, même si c'est limite des contrats dans lesquels il y a zéro budget, mais c'est juste de se mettre d'accord sur la durée, le calendrier de publication, le nombre de contenus négociés, les droits à l'image et les fees négociés, ça permet vraiment de cadrer l'opération et ça garantit aussi que l'influenceur va prendre au sérieux la collaboration et qu'il va aller jusqu'au bout et qu'il ne va pas lâcher en plein milieu de la campagne en se disant bon, en fait, je vais accepter une autre campagne ou tiens, il y a une autre marque qui m'a contacté et ils ont un contrat alors que là, j'ai pas de contrat. Bon, bah, je vais plutôt faire celle qui a un contrat. Donc, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et aussi sur la partie jeux concours, parce que c'est des choses qu'on nous a beaucoup demandé pendant une période, donc on a fait une vraie étude dessus. C'est générer de la visibilité et penser qu'on va générer des ventes que grâce aux jeux concours. En fait, c'est une fausse bonne idée. Donc, on se rend compte sur les graphes de progression du nombre de followers sur les marques que dès qu'on a un concours, effectivement, on a un gain spectaculaire de followers, mais on a aussitôt une perte spectaculaire de followers. Donc ça, c'est une marque qu'on ne peut pas citer, mais qui a décidé de faire en stratégie que du jeu de concours. Donc effectivement, ils ont fait grandir leur communauté, mais leur communauté, en fait, elle dégringole tous les jours et aujourd'hui, elle n'a pas dépassé la barre qu'elle voulait obtenir. Par contre, ce qu'elle a obtenu, c'est que l'algorithme Instagram a détecté qu'il y avait ces pics de gains et plein de gens qui unfollow derrière parce qu'ils n'ont pas gagné de produit. Donc, en fait, leur statistique d'impression, de reach et d'engagement, il est catastrophique. Donc, le jeu concours, il est intéressant, mais il faut vraiment l'adapter et vraiment se limiter sur certaines opérations dans lesquelles le jeu concours a un intérêt. Donc, nous, par exemple, on fait des jeux concours avec des marques comme Petit Bateau, où le jeu concours, c'est pas juste gagne un kawaii, ou une veste, c'est gagner une expérience, c'est participer à un jeu concours où toi, tu dois te mettre en avant avec un produit Petit Bateau ou une couleur, quelque chose de créatif qui crée du contenu UGC pour le compte Instagram. Voilà, où les gens unfollow pas parce qu'ils disent pas bon, bah, j'ai pas gagné le produit gratos, tant pis, c'est pas grave. Et il y a un autre point aussi qui peut être intéressant, c'est les jeux concours. En effet, comme le dit Brian, il faut les travailler. Enfin, ça peut être intéressant, mais il faut les travailler intelligemment selon les objectifs, etc. Ça attire énormément de concouristes et il faut qu'en face, en fait, l'endroit d'atterrissage des gens ait quelque chose à raconter. On a des marques qui font des jeux concours, mais en fait, donc les gens s'abonnent au compte de la marque, mais après, les marques racontent rien. Il n'y a pas de contenu qui peut être intéressant pour les abonnés. Donc, du coup, ils sont. Donc, au-delà des concouristes, il faut aussi qu'on travaille cette partie édito sur le social media pour faire rester ces gens-là qui sont venus une première fois. Voilà, si on arrive à la fin
deuxième conférence, donc à peu près 1h20 de conférence. J'espère que tout le monde est encore là et vivant. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu pas mal de questions en commentaire sur les taux de rétention des jeux concours. Par exemple, il est finalement assez... en fait, il est interdépendant du nombre de jeux concours que vous faites sur une année. Donc, plus il y a de jeux concours, moins le taux de rétention il est intéressant. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut bannir. Il faut juste prendre en compte que dès qu'on a un jeu concours, on a des concouristes. Donc, ça veut dire des gens qui vont s'abonner et se désabonner aussi vite. Comment est-ce qu'on peut prendre les questions? Est-ce qu'il y a s'il y a des gens qui veulent réactiver leur caméra ou leur... Je regarde, mais globalement, je crois que vous avez répondu à toutes les questions au fil de l'eau. Peut-être que d'autres personnes veulent en poser. Vous pouvez les poser sur le chat ou oralement, comme vous voulez. Pas de questions, c'est que c'était très clair alors. J'espère. Merci à tous. J'en profite juste pour ceux qui veulent, par exemple, si quelqu'un veut s'intéresser à un outil de tracking et de gestion d'influenceurs, on propose une petite offre avec une plateforme qui permet de gérer des influenceurs. Mais voilà, on n'est pas du tout en train de pousser à la consommation, mais c'est juste pour ceux qui veulent tester une plateforme. Ça peut être intéressant de voir tous ces indicateurs en live. Et si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les transmettre à Mathias et on répondra avec plaisir. Et puis, on téléchargera votre présentation et tout ce que vous avez pu concevoir et l'enregistrement du webinaire sur notre site internet prêtaporter.com dans la rubrique documentation. OK. Merci beaucoup. Merci à tous. Dense et passionnant. On se revoit mi-novembre. On vous tiendra informé, mais pour effectivement une masterclass sur les nouveaux réseaux sociaux et les nouvelles options qui peuvent être intéressantes pour animer sa communauté. Oui, tous les leviers. Et n'hésitez pas à communiquer avec Mathias si l'un d'entre vous veut proposer sa marque pour qu'on puisse faire des propositions. Absolument. Voilà. En cas pratique. Merci Leslie, merci Brian et merci à tous les participants. Merci. Au revoir. Au revoir.